très heureux de revenir dans cette université. J'ai le plaisir de participer à un colloque il y a depuis 2 ou 3 ans. Le temps passe vite dans la situation dans laquelle nous sommes et que Catherine a à nouveau très bien décrit. Moi, je me réjouis que nous ayons l'occasion de réfléchir ensemble sur cette question de l'exercice du pouvoir dans la situation qui est la nôtre. Face à ce qu'on appelle ici la crise migratoire, qui est d'ailleurs un point dont nous pourrions discuter, puisque ce que nous connaissons depuis 2 ou 3 ans, Catherine a redit en Europe, c'est à la fois à mes yeux une crise de l'asile et une crise migratoire, avec des évolutions. Et j'y reviendrai certainement à un moment ou à un autre. La distinction pour moi est fondamentale. Du point de vue de l'OFPRA, ce qui importe c'est l'asile. J'y reviendrai, l'OFPRA ne se préoccupe pas des questions migratoires. Et c'est notamment ce qui fait la feuille de route depuis 4 ans à la tête de l'OFPRA. Mais la question de l'exercice du pouvoir, et Catherine l'a bien redit, à la fois dans l'espace européen, avec ses particularités, qui est celle de la construction de l'Europe, particularité en crise, mais également au niveau national, sur une question de droit, et qui est aussi une question profondément politique, profondément morale, profondément économique et sociale. Je pense qu'il est important que nous puissions avoir une réflexion collective en croisant ce que sont nos regards sur cette question-là. Je ne vous cache pas que cette question-là, elle m'habite tous les jours. J'ai pris la direction de l'OFPRA il y a maintenant 4 ans, dans une époque qui paraît aujourd'hui lointaine. Qui était une époque où déjà les défis étaient lourds pour celles et ceux, certainement présents ici, qui étaient déjà engagés auprès des demandeurs d'asile, d'un système français que l'on décrivait déjà en crise, avant même la crise migratoire ou la crise de l'asile. Et tout cela, évidemment, depuis 2 ans, prend une dimension radicalement différente. Même si il faut rappeler que la France n'est pas au cœur de ces déplacements d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient les persécutions, les guerres et la misère. Et même s'il y a des défis très lourds, on le connaît dans la région. Je le connais bien pour être allé toutes les semaines pendant 2 ans dans la boue du bidonville de Calais ou en région parisienne. Mais le défi n'est pas de même nature que celui que l'Allemagne a connu l'année dernière. Et donc, pour nous tous, et j'insiste sur le pour nous tous, d'abord les politiques. Mais l'exercice du pouvoir dans une démocratie n'est pas le fait que des politiques. Les politiques sont nos représentants. C'est donc une question citoyenne, une question pour les associations, pour les citoyens engagés, pour les fonctionnaires. Et je prends ma part de l'engagement et de la réflexion, y compris critique. Dans un espace démocratique, car nous sommes dans un espace démocratique, où le peuple décide, il est important que nous ayons cette réflexion sur la manière dont nous sont conduites les politiques publiques et la mise en œuvre du droit sur ces questions-là. Alors je redis très vite, même si je devine que vous savez que l'OFPRA est l'autorité de détermination du droit d'asile en France, c'est-à-dire qu'il nous revient d'instruire les demandes d'asile. Alors, il se trouve que nous sommes depuis 3 ans dans un processus de profonde réforme de l'OFPRA. Nous avons également bénéficié de quelque chose qui est tout à fait miraculeux dans la période, qui est un doublement de nos effectifs. Et j'encourage les étudiants et les étudiantes ici présents à un moment ou à un autre, si elles le souhaitent, à s'intéresser à cela, parce que nous recrutons régulièrement, je me permets cette petite publicité, parce que nous avons besoin d'hommes et de femmes bienveillants et rigoureux, comme le sont les officiers de protection de l'OFPRA, et donc c'est une vraie chance évidemment de pouvoir recruter dans cette période. L'OFPRA est là pour instruire des demandes d'asile. Et je vous disais que l'OFPRA est l'autorité de détermination. C'est un propos que je ne me serais pas permis il y a 4 ans. Parce qu'il y a 4 ans, et de manière constante de longue date, en France, lorsque vous demandiez l'asile, lorsque vous étiez protégé, vous l'étiez le plus souvent par la Cour nationale du droit d'asile, qui est l'autre autorité de détermination. Et nous avons engagé une profonde réforme depuis 4 ans, je vous le disais, dont le principal résultat, et j'y tenais avec les équipes de l'OFPRA, c'est que désormais cette anomalie historique a disparu. Le taux de protection de l'OFPRA est passé de 9% à 30% en 4 ans, et pour des raisons de droit, pas parce que je serais un chic type, pour des raisons de droit. Et surtout, désormais, les 3/4 des statuts de protection sont reconnus par l'OFPRA et non plus par la CNDA. Et d'un point de vue de droit, mais également du point de vue
tout simplement de la dignité des hommes et des femmes qui demandent l'asile dans ce pays, c'est évidemment une évolution extrêmement importante. Et donc l'OFPRA est cette autorité de détermination, la principale autorité de détermination, en profonde réforme depuis 4 ans. On a encore des progrès à faire, on aura l'occasion d'en reparler. Plongée dans cette situation de crise de l'asile en Europe, pleinement mobilisée pour y répondre. Avec un statut particulier, qui est que l'OFPRA est placée sous la tutelle administrative du ministère de l'Intérieur, après avoir été historiquement longtemps sous celle du ministère des Affaires étrangères. Mais la loi Asile de 2015 a consacré un élément auquel je suis profondément attaché, qui est l'indépendance de décision de l'OFPRA. Vous trouverez dans la loi, et c'est la première fois que ça a été inscrit dans le droit français, une disposition qui veut, et je vous rassure, c'est le seul cas où je parle de moi à la troisième personne du singulier, que le directeur général de l'OFPRA, lorsqu'il statue sur les demandes d'asile ou sur les cessations de statut, n'a le droit de recevoir d'instruction de personne. Ni de vous, ni d'un ministre, ni de qui que ce soit. Et ceci est désormais dans la loi. Si quelqu'un cherchait à me donner des instructions, ou si je prenais des instructions, je serais dans l'illégalité. Et ça, c'est quelque chose auquel je veille très scrupuleusement. Je suis très heureux que ceci soit désormais inscrit dans le droit français. Et je souligne ce point de statut administratif un peu pour les juristes que vous êtes. C'est un peu bizarre, hein. C'est un établissement public administratif doté de l'indépendance fonctionnelle. Je ne suis pas sûr que nous ayons des équivalents. Il y a des autorités administratives indépendantes. D'ailleurs, on pourrait souhaiter qu'à un moment ou à un autre, l'OFPRA le devint. Je suis moi-même favorable à une telle évolution. Mais nous avons d'ores et déjà ce statut qui est très particulier et qui garantit notre indépendance de décision. Et je le dis parce que, du point de vue de l'exercice du pouvoir, qui est notre thème aujourd'hui, c'est un point tout à fait décisif. Et notamment parce que je conçois cette indépendance de décision, notamment du point de vue de la dissociation fondamentale, à mes yeux, entre ce qui relève de l'asile et ce qui relève de la politique migratoire. Parce que face à la crise migratoire, pour reprendre l'expression et le titre de nos échanges, il y a une politique migratoire. Mais ça, c'est pas l'affaire de l'OFPRA. Cette politique migratoire, elle mérite un débat en tant que tel. Elle concerne celles et ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile, soit qui ne demandent pas l'asile, soit qui sont déboutés de leur demande d'asile. Et ce débat, il est légitime en tant que tel. Mais à mes yeux, il doit impérativement et en tout instant être conduit de manière totalement distincte de ce qui relève du droit d'asile. Le droit d'asile, c'est du droit. C'est de la générosité, c'est de l'engagement, c'est de la maîtrise, c'est de la rigueur. Mais c'est d'abord du droit. Je le dis devant une université de droit. Et devant des juristes ou des futurs juristes. Et c'est dans ce cadre-là que se pose à mes yeux la question de l'exercice du pouvoir. Dans ce contexte-là, en prenant la juste mesure des choses, mais en distinguant fondamentalement ce qui relève des aspects de migration de ce qui relève du droit d'asile. Et j'aurai l'occasion certainement d'y revenir. Je ne serai pas plus long parce que, plutôt que vous asséner un grand discours, je crois plus intéressant d'écouter les contributions. Et je me permettrai de susciter des échanges et moi-même éventuellement de rebondir sur certains de vos propos parce que moi il m'arrive souvent de faire des discours mais je suis plus intéressé aux apports que vous pourrez faire maintenant à notre réflexion politique. Alors si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est vous madame qui commencez les présentations. Merci Monsieur le Président. Puisqu'il me revient l'honneur et le plaisir de lancer ces communications jeunes chercheurs à ce colloque, je tiens évidemment à remercier d'abord l'organisation et la direction scientifique de ce colloque, Monsieur le Professeur Meunier, Madame Sabine Sarah, ainsi que le comité d'organisation de manière plus large, tous les doctorants qui ont accepté d'y participer, et évidemment aussi l'équipe de recherche en droit public qui nous permet aujourd'hui d'organiser ce colloque sur ce thème d'actualité. Pour ce thème d'actualité, j'ai choisi de vous présenter une communication portant sur le respect de la notion de l'intérêt supérieur de l'enfant face à la crise migratoire. Cette communication portera exclusivement sur ce qu'on appelle les mineurs isolés étrangers. Alors on le sait,
le 24 octobre 2016, commençait le démantèlement de ce qu'on appelle la jungle de Calais. Dans cette jungle, 7000 personnes résidaient de manière très précaire et parmi ces 7000 personnes, ont dénombré 1300 mineurs isolés étrangers. Un autre chiffre, c'est celui de 90 000. 90 000 mineurs non accompagnés sont entrés sur le territoire de l'Union européenne en 2015. On voit donc toute l'importance de la question de la protection qui leur est dévolue. Alors, le mineur isolé étranger, ou appelé le mineur non accompagné par les institutions de l'Union européenne, notamment, est, selon la définition du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, un enfant non accompagné, âgé de moins de 18 ans, qui est séparé de ses deux parents et n'est pas pris en charge par un adulte, ayant, de par la loi ou par la coutume, la responsabilité de le faire. Cette catégorie de mineurs non accompagnés est une grande diversité. On y trouve effectivement des mineurs seuls qui demandent l'asile, qui sont en quête d'asile sur le territoire de l'Union notamment, mais aussi des mineurs qui ont fui un contexte familial et qui sont envoyés par leur famille à l'issue d'un contexte de crise conjoncturelle ou économique. Cependant, si elle est d'une grande diversité, cette catégorie, tous ces mineurs appartiennent incontestablement à la catégorie des personnes les plus vulnérables de notre société, et j'emprunte là une formule de la Cour européenne des droits de l'homme. Les États ont donc une obligation positive de protéger ces mineurs particulièrement vulnérables à raison de leur double nature, isolés donc et mineurs. Parce qu'il est mineur, d'abord, le droit se doit d'offrir une protection particulièrement accrue à ces êtres dépendants et vulnérables. Ainsi, l'enfance, on le sait, est le cœur d'un long apprentissage pendant lequel on doit porter un intérêt particulier à garantir les étapes du développement social, physique, intellectuel de l'enfant. Parce qu'il est isolé ensuite, le droit se doit de pallier l'absence de protection qui doit normalement intervenir par les représentants légaux. Ces mineurs isolés font tous face à un risque élevé de ne pas recevoir les soins et la protection appropriée. Évidemment, ils sont aussi les cibles des réseaux de traite d'êtres humains. Ainsi, en toutes circonstances, personnes privées comme personnes publiques doivent faire respecter l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant est une notion issue de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est maintenant devenu un principe dogmatique, un principe juridique largement transposé, dynamique, évolutif. Il recouvre ce qu'il est important, ce qui est bien de faire pour l'enfant et son développement, affectivement, psychologiquement. Cela veut donc dire que dans toutes les décisions qui vont influer sur l'avenir de l'enfant, il faut être guidé par son intérêt. Mais qu'en est-il du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant en période de crise migratoire? L'intérêt supérieur de l'enfant est-il un outil juridique permettant une protection accrue de ces mineurs isolés? Ou est-il une sorte de formule magique insaisissable et dont la portée pratique serait réduite? Alors, deux temps de réflexion pour répondre à ces questions générales. Un premier temps de réflexion sur la transposition de cette notion, notamment dans les droits européens et internes. Et un deuxième temps, en revanche, sur la portée réduite de cette notion, notamment dans un contexte de crise migratoire. Alors, on peut voir l'intérêt supérieur de l'enfant comme une notion guide. À partir des années 90, et en raison de l'afflux aux portes de l'Europe d'adultes et d'enfants, l'Union européenne a commencé à s'interroger sur la prise en charge spécifique des demandeurs d'asile. C'est à cette occasion notamment que les institutions de l'Union se sont saisies de la question des mineurs non accompagnés arrivant sur le territoire de l'Union, d'un des États membres de l'Union. Depuis donc, les institutions mènent des plans d'action visant à établir des règles d'accueil communes pour ces mineurs isolés. Et toutes ces règles ont un principe de base, celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. Quelles garanties particulières découlent donc de cette notion? Donc, il existe évidemment des garanties spécifiques pour les mineurs isolés, demandeurs d'asile.
car je l'ai dit, tous ne sont pas demandeurs d'asile. C'est le cas notamment de la désignation d'un tuteur ou d'un représentant légal pour l'aider dans ses démarches juridiques de quête de protection. De manière générale aussi, les mineurs non accompagnés doivent être logés dans des établissements spécialisés. Autre obligation, les États doivent, dès l'arrivée du mineur sur le territoire, prendre les mesures nécessaires pour permettre son accès à l'éducation. Autre garantie encore, dans le cadre d'une réadmission d'un mineur, dans le cas d'un retour d'un mineur vers un pays d'origine ou de provenance, l'intérêt supérieur de l'enfant impose aux États de l'évaluer lors de la prise de la décision d'éloignement, mais aussi de respecter cet intérêt dans les conditions dans lesquelles cet éloignement se déroule. Alors évidemment, il y a aussi un point essentiel, qui est celui de l'adéquation entre une mesure privative de liberté pour le mineur et le respect de son intérêt supérieur. Pour le Conseil de l'Europe, il est très clair que les mineurs non accompagnés ne doivent jamais être placés en rétention. Ensuite, des garanties concernant justement cette unité familiale qui a été brisée. La directive accueil de l'Union européenne évoque pour les États la possibilité, ou le devoir, de rechercher les membres de la famille de l'enfant, s'il en existe, sur le territoire des États membres de l'Union. Plus encore, de rechercher s'il est possible de réunir cette famille. Le règlement Dublin, dont vous avez justement parlé, qui impose donc de savoir à qui il incombe l'examen de la demande d'asile, prévoit lui aussi nombre de garanties spécifiques pour ces mineurs isolés. En effet, dans son préambule, on peut lire déjà que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une condition primordiale, une considération primordiale dans l'examen de demande d'asile. Dans son article 8 aussi, il incombe, dans la détermination de l'État responsable de la demande d'asile, de tenir compte de la présence sur le territoire d'un État membre de l'Union, de la famille du mineur ou d'un proche en capacité de le prendre en charge. Qu'en est-il aussi de la protection des mineurs isolés étrangers en France? Alors en France, il n'existe pas de transposition à proprement parler de la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Il existe une disposition au sein du Code de l'action sociale et des familles qui fait mention de cet intérêt supérieur, notamment lorsqu'il faut s'attacher justement à garantir les liens noués par le mineur avec des amis ou de la famille sur le territoire. En revanche, ce même code prévoit aussi évidemment que dans toutes les décisions qui le concernent, son intérêt, mais non pas supérieur, doit prévaloir. En France, comment prend-on en charge ces mineurs isolés étrangers? C'est le droit commun de l'enfance en danger qui s'applique une fois que l'enfant est reconnu mineur et isolé. Le droit français ne fait donc pas de distinction à raison de leur nationalité. L'article 375 du Code civil prévoit que, pardonnez-moi cette citation, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance peuvent être ordonnées. En France, l'isolement d'un enfant emporte une présomption de danger et l'application de cet article, et donc évidemment en conséquence l'application de mesures éducatives. On peut même noter d'ailleurs qu'en ce sens le droit français apparaît plus protecteur que le droit européen, puisque le droit européen donne une définition plus étroite de ce que sont les mineurs non accompagnés, en considérant qu'il s'agit de mineurs non accompagnés de pays tiers. Le droit français, je l'ai dit, ne fait pas de distinction quant à la condition de nationalité, et donc il peut s'agir d'un mineur qui arrive du territoire d'un État membre de l'Union. Comment se caractérise cette prise en charge? J'en dis quelques mots très rapides. La protection de l'enfance est aujourd'hui une compétence décentralisée à la charge des départements. Il existe donc un dispositif de mise à l'abri, d'accueil et d'orientation de ces mineurs isolés. Ce dispositif a aussi été récemment renouvelé dans la réforme relative à la protection de l'enfance en mars 2016. Il se découpe en plusieurs phases. Lorsque le mineur isolé étranger arrive sur le territoire français, il est pris en charge
dans un premier entretien afin de le mettre à l'abri pendant une période de 5 jours, prorogeable. Pendant cette période, on procède à l'évaluation de sa situation. Est-il mineur? Est-il isolé? Cette évaluation repose notamment sur l'état civil de l'enfant, son parcours, les conditions de vie dans son pays d'origine, les conditions de fuite de son pays d'origine, ainsi que son projet de vie. Cette évaluation est aujourd'hui encadrée par un arrêté en date du 17 novembre 2016 par une vidéo il y a 2 jours, le 23. Cette évaluation est donc ensuite transmise au conseil départemental qui schématiquement prévoit donc la possibilité soit de rendre une ordonnance de placement à l'aide sociale à l'enfance, soit un refus motivé de non-prise en charge. Mais cette réglementation, qui apparaît donc correspondre, parce qu'elle est large et qu'elle ne fait pas de distinction en raison de la nationalité, qui apparaît correspondre donc à l'intérêt supérieur de l'enfant, souffre en réalité de vives critiques actuellement. C'est le deuxième temps de cette intervention. En effet, dans un contexte de crise migratoire, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant tend parfois à être vue comme un mythe. Cela est donc dû à un défaut conjoncturel qui est celui de la crise, mais aussi à un défaut structurel substantiel tenant à la notion même d'intérêt supérieur de l'enfant. Cette notion revêt un caractère indéterminé, indéfini. Elle peut donner lieu, en ce sens, à une diversité d'interprétations. Et c'est même le Comité des droits de l'enfant, qui surveille donc l'application de cette Convention internationale des droits de l'enfant, qui affirme même que le concept d'intérêt supérieur de l'enfant est complexe et que sa teneur doit être déterminée au cas par cas. La Cour européenne des droits de l'homme a elle aussi rappelé que dans certaines situations et en raison de l'afflux de personnes migrantes, les garanties ne sont pas effectivement appliquées par les différents États. Ainsi donc, le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant tend à être interrogé. Et là, il me faudrait lister bien des cas où il peut être interrogé, mais le temps ne me le permet pas. Je vais donc évoquer 2 points très rapidement dont nous pourrons discuter ensuite. D'abord, l'intérêt supérieur de l'enfant tend à être interrogé lors du processus de détermination de l'âge de l'enfant. Car même si la nouvelle loi relative à la protection de l'enfance de 2016 encadre ce processus de détermination, on tend parfois à nier la valeur de certains actes d'état civil au profit d'expertises osseuses qui sont largement critiquées. Dans un deuxième temps très bref, l'intérêt supérieur de l'enfant est aujourd'hui questionné aussi quant à la possibilité de maintenir un mineur en zone d'attente. Alors qu'est-ce qu'une zone d'attente? Là aussi, il faudrait 20 minutes pour définir la zone d'attente. C'est un espace physique, une zone extraterritoriale, généralement située à proximité des ports, des aéroports, des gares, dans lesquels on peut maintenir adultes ou enfants en raison de l'absence de la réunion de conditions d'entrée sur le territoire. Cela veut donc dire que les mineurs peuvent être enfermés dans ces zones d'attente. Et je dois ajouter que ces zones d'attente peuvent être créées dès lors qu'il y a des situations d'afflux massif sur des points particuliers des territoires. Là aussi, un certain nombre de dysfonctionnements quant à l'enfermement de l'enfant dans ces zones d'attente ont été questionnés. Alors, plus longuement cette fois-ci, et plus généralement, ce sont les conditions mêmes d'accès aux différents dispositifs de protection qui sont offerts aux mineurs qui peuvent être questionnés. Le Comité des droits de l'enfant, dans ses observations générales relatives au dernier rapport rendu par la France, a noté que l'État partie, la France donc, ne prend pas suffisamment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant en tant que principe directeur dans toutes les décisions et dans tous les processus d'évaluation concernant les mineurs. Et il note avec préoccupation les difficultés juridiques d'accès aux différents dispositifs. En effet, le dispositif d'intégration et de mise à l'abri, dont je dis quelques mots, souffre aujourd'hui de critiques relatives au classement entre faux isolés et faux mineurs. Et le défenseur des droits, qui a été saisi de la question à de nombreuses reprises, a notamment rendu des décisions ou des recommandations lorsque des jeunes ont été écartés du dispositif de protection à raison de critères largement contestés ou contestables.
Tel est le cas notamment lorsque les rapports d'évaluation mentionnaient seulement l'apparence physique du mineur, ou encore sur le critère d'isolement, des traces de maquillage chez les jeunes femmes ou des ongles fraîchement vernis, qui semblaient donc exclure le critère d'isolement du mineur. Bien évidemment aussi, il y a eu des cas d'exclusion de dispositifs de protection, en raison parfois du non-isolement du fait d'une relation amoureuse de l'enfant ou de quelques amis sur le territoire. Il se pose donc une véritable question qui est celui de l'accès au dispositif de protection. Une fois cet accès fait par le mineur, entre guillemets, une fois qu'il est reconnu mineur et isolé, il y a donc une prise en charge. Cette prise en charge, elle aussi souffre de critiques, parce que parfois, elle est considérée comme un simple hébergement hôtelier. Il faut aussi noter que donc on accueille ces mineurs et qu'ensuite ils sont répartis sur le territoire national. Et là encore, ce critère de répartition des mineurs sur le territoire pose question. Une récente enquête de terrain financée notamment par les fonds de l'Union européenne démontre que l'intérêt supérieur de l'enfant est très peu pris en compte dans l'évaluation et l'orientation des mineurs. On voit donc, et il faut le noter, que l'intérêt supérieur de l'enfant ne s'entend pas seulement d'un point de vue institutionnel. Il s'entend aussi dans tous les actes, conduites, gestes, services, procédures et autres mesures. Et évidemment, ces obstacles matériels du fait de certains comportements ne relèvent pas seulement de ça. Ils résultent aussi du fait de l'absence ou de l'insuffisance de ressources humaines et économiques mises à disposition des différents départements. Alors évidemment, dans cette communication, il n'était pas possible d'éluder la question de l'actualité et d'éluder la question des camps dont vous avez parlé. Et le Comité des droits de l'enfant, là encore, s'est montré particulièrement préoccupé par la situation précaire dans laquelle les enfants se trouvaient, notamment dans les camps de Calais et Grande-Synthe. Cette situation avait déjà été soulignée dans un rapport du Défenseur des droits avant le démantèlement, en notant que ces enfants non accompagnés ne disposaient d'aucune mesure de protection ni de prise en charge effective, alors même qu'en 2015, le tribunal administratif de Lille avait déjà prononcé des injonctions relatives au recensement et au placement des enfants. La situation reste évidemment très préoccupante à l'issue du démantèlement de la jungle de Calais. Elle reste préoccupante car une question est restée à l'esprit. Que faisait-on de ces mineurs? Comment les répartissait-on? Devaient-ils être répartis sur l'ensemble du territoire français? Et qu'advenait-il des mineurs qui souhaitaient rejoindre le Royaume-Uni? Alors je l'ai dit, à cette réponse, il y a un premier élément, qui est celui de l'application du règlement Dublin. Et donc pour les mineurs isolés demandeurs d'asile qui ont de la famille au Royaume-Uni, on pourra faire l'application de l'article 8 de ce règlement pour procéder à la réunification familiale. D'autres dispositions aussi s'appliquent puisque le Royaume-Uni avait précisé qu'il prendrait sa part de mineurs isolés à l'issue du démantèlement. Il a très récemment, début novembre 2016, le Royaume-Uni, réactualisé les lignes directrices de la mise en œuvre de ces procédures de transfert, mais cette fois-ci de manière restrictive. Car les critères d'application sont nombreux, les critères d'éligibilité à ces procédures de transfert sont nombreux. Pour pouvoir être transféré au Royaume-Uni, il fallait se trouver en France, pour les mineurs isolés, avant mars 2016, mais aussi se trouver dans le camp avant le 24 octobre 2016, début du démantèlement. Et être soit un mineur de moins de 12 ans, soit un mineur de moins de 15 ans de nationalité soudanaise ou syrienne, soit un mineur de toute nationalité, mais qui se trouve dans une particulière situation de vulnérabilité en raison de son exploitation, de sa possible exploitation en réseau de traite d'êtres humains. On voit bien donc que ces critères sont assez restrictifs, mais surtout, ils interrogent sur leur choix, alors même que le Comité des droits de l'enfant, dans un rapport en février 2016, a noté que le Royaume-Uni devait faciliter la réunification familiale et prévoir un accès minimum aux protections du pays pour les mineurs non accompagnés. Au surplus et en pratique, concernant le démantèlement de la jungle de Calais, des contestations se sont élevées quant à l'effectivité des procédures de transfert. En effet, depuis le 25 avril 2016, une association est missionnée pour identifier et suivre les mineurs non accompagnés dans ce camp. Et elle a été accusée par de nombreuses associations et ONG
pendant le démantèlement, d'opérer un tri au faciès entre mineurs et majeurs dans la procédure d'éligibilité au transfert au Royaume-Uni. Et son directeur général a lui-même dit « Nous n'avions pas le temps de respecter les canons du droit commun de la protection de l'enfance ». Évidemment, il apparaît que de telles conduites, face aux impératifs de gestion des crises, créent une situation de violation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et les institutions des Nations Unies ont, dans un communiqué de presse très sévère du 2 novembre 2016, noté que les gouvernements de la France et du Royaume-Uni ne se sont pas montrés à la hauteur de leurs obligations en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant, dans la façon dont il a été géré la situation des enfants migrants vivant dans le camp de Calais. Ces institutions ajoutent très sévèrement que les échecs dans la gestion de la situation des enfants de Calais ne sont pas des événements isolés, mais des événements qui résultent d'un système de migration lacunaire basé sur des politiques qui se sont développées et ont été mises en œuvre sans prendre en considération l'intérêt de l'enfant. En conclusion, je reviendrai sur ce chiffre de 90 000 mineurs qui ont été accueillis sur le territoire de l'Union en 2015. Europol, l'agence de police de l'Union européenne, a déclaré en janvier 2016 que 10 000 d'entre eux étaient portés disparus. En temps de crise, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant tend à souffrir d'un manque d'effectivité, à raison de principes conjoncturels et structurels dont nous avons parlé. Et parce que les États ont la compétence exclusive d'établir les conditions d'entrée et de séjour des étrangers sur leur territoire, les garanties du droit international public ont du mal à pénétrer l'ordre juridique interne. Il persiste donc de véritables interrogations sur la prise en charge pérenne de ces mineurs non accompagnés. Et plus encore, cette interrogation est persistante lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, certains départements apparaissent comme récalcitrants à l'accueil de ces mineurs. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Barbara, d'avoir insisté sur ce qui est au fond l'une, si ce n'est la face la plus sombre des drames de l'exil que nous vivons en Europe depuis 2 ou 3 ans. Est-ce que nous prenons une ou deux questions-interventions brèves, de manière dirigée vers Barbara, de manière à poursuivre la discussion? Bonjour, d'abord merci pour ces interventions qui étaient, j'ai beaucoup appris. Je voudrais revenir sur les termes que vous avez utilisés, M. Brice, et Barbara aussi. C'est une question qu'on avait, au tout début du projet, j'avais assisté à quelques réunions, c'était interrogé sur le concept de crise. Et bon, pour le trentenaire que je suis, le mot crise, c'est pas un mot nouveau, c'est un mot que j'ai toujours entendu, j'imagine que pour les gens plus âgés, c'est la même chose. Barbara, tu as employé le mot jungle, par exemple, qui n'est pas un mot qui est forcément connoté positivement, ni d'ailleurs le mot crise. Alors, je ne sais pas si, parce que c'est un mot qui est excessivement anxiogène, crise. Et je ne sais pas si à l'image, par exemple, de la réforme du droit fiscal, quand on a voulu améliorer les relations entre l'administration et les usagers, sans tomber dans quelque chose de lénifiant, bien sûr, mais arriver à trouver des mots plus appropriés et qui... Parce que je vous ai entendu parler de crise d'institutions européennes, crise économique et crise migratoire, évidemment, et je m'interroge beaucoup sur la sémantique. Et donc je voudrais savoir si, d'après vous, il y a peut-être éventuellement un travail à faire, quelque chose de didactique, qui viserait à empêcher l'emploi de mots. Ou alors, on pourrait peut-être créer, à l'image de l'échelle de Richter, peut-être des degrés de crise, parce que finalement, on ne sait plus ce qui est important ou pas dans les différentes crises que nous traversons. Je vais peut-être vous répondre rapidement, parce que je trouve que c'est passionnant. C'est-à-dire que je vous suis tout à fait, notamment je me fais souvent la remarque, lorsque je vois les responsables publics évoquer la question des migrations, ça vient toujours avec terrorisme, voilà, ça y est une liste. Et pas pour la, je laisse de côté ceux qui instrumentalisent, mais je vois bien que pour la plupart d'entre eux, c'est pas pour de mauvaises intentions, mais c'est parce qu'ils sont un peu dans le registre que vous évoquez. Et je pense que vous posez une question qui est fondamentale du point de vue de l'exercice du pouvoir, sur ces questions-là, mais au-delà. Et c'est pour ça que je trouve que moi, je vous encourage beaucoup à travailler là-dessus. Comment est-ce que je vois les choses? Moi, je pense qu'il ne faut pas faire dans la litote. Je pense qu'il ne faut pas être dans l'aveuglement. Il ne faut pas être dans le déni. Je pense que cette question de la migration
pose une difficulté dans la société française et dans la plupart des sociétés européennes. Si on le nie, on aggrave le problème. J'aurai l'occasion d'y revenir. Moi, je pense que cette question de l'exercice du pouvoir, et d'ailleurs, le terme face, hein, dans le titre, peut poser débat. C'est pas face, c'est dans. Dans cette question-là, l'exercice du pouvoir requiert le respect du droit, je le redis ici, de la générosité, de l'engagement, de la responsabilité, de la lucidité. Nier que la question de la migration pose un défi dans une société qui est en difficulté, réelle ou pas, mais c'est ce que les gens ont dans la tête, c'est ce qu'ils vivent, aggrave les difficultés à accueillir des réfugiés. Donc, je ne serai pas dans, et je sais que vous n'êtes pas non plus, dans un registre lénifiant. Moi, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème. C'est pas comme ça que j'entends votre propos. Mais à l'inverse, je suis d'accord avec vous. Et je trouve que c'est très intéressant. C'est-à-dire que moi, hélas, je ne sais pas, je n'ai plus de 30 ans. Et c'est vrai que je comprends très bien pour que quelqu'un de votre âge, j'ai une sœur qui a votre âge, la crise, elle a toujours été là. Pour moi aussi, en réalité, hein, enfin, avec un léger décalage. Très léger. Et donc je comprends très bien ce que vous dites, c'est-à-dire que je pense que du point de vue du rapport à la réalité, je trouve très utile de poser les questions que vous posez là et de travailler là-dessus. Mais sans être dans le déni, parce que si on nie la difficulté, alors là, c'est le pire des services à rendre à l'accueil des réfugiés. On prend peut-être une autre question, peut-être plus centrée sur le propos de Barbara, mais encore merci de ça. Bonjour, merci à tous pour vos interventions plus intéressantes les unes que les autres. Ma question portera donc sur l'intervention de Barbara. Ce qui m'a fait réagir, c'est qu'à un moment, tu as dit que donc le concept d'intérêt supérieur de l'enfant était mal défini, ce qui desservait la protection de l'enfant. Et j'aimerais savoir si, au contraire, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des côtés positifs à cette indéfinition qui permettrait justement aux personnes chargées de protéger l'intérêt de l'enfant au cas par cas de l'adapter, de l'étirer en fonction des espèces. Je pense notamment au concept d'abandon d'enfants en droit privé qui justement, pour un bon nombre d'auteurs, gagne à rester indéfini. Alors, merci pour votre question. Il est indéfini, c'est vrai. J'aurais peut-être dû préciser, mais le temps me manquait, que tout de même, on peut voir trois principes sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Un principe de fond, celui de toujours évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant. Un principe, ensuite, interprétatif. Il faut toujours interpréter les dispositions relatives aux mineurs dans leur intérêt. Et enfin, un principe de procédure, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des garanties procédurales dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Je suis assez partagée sur cette question de savoir si finalement, globalement, les stipulations lacunaires ou de manière générale les dispositions lacunaires sont au bénéfice du public visé. Oui, cela peut être le cas parce que aussi le juge est l'interprète de certaines dispositions et qu'il est un garant de manière générale dans les droits et libertés fondamentaux. En revanche, le Comité des droits de l'enfant a quand même noté qu'au regard de cette définition complexe, certains gouvernements avaient utilisé la notion d'intérêt supérieur de l'enfant au contraire pour mener une politique très restrictive et, je n'en parlerai pas des termes, mais de véritable exclusion d'intérêt supérieur de l'enfant. Donc là-dessus, je reste très réservée. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que tu es allé à Calais? Est-ce que tu as vu la chose face à face? Merci pour cette question. Alors, j'interviens en tant que chercheur, mais je dois préciser qu'effectivement, je ne suis pas la seule ici. J'ai fait pendant longtemps des permanences juridiques en droit des étrangers et je me suis rendue à Calais et j'ai pu constater, pas au moment du démantèlement bien entendu, mais j'ai pu constater le campement et voilà, les conditions dans lesquelles vivaient, résider, parce que le terme vivre est quand même déjà connoté, mais en tout cas résider, se trouver ces personnes déplacées. Une autre question peut-être, madame? Bonjour. Merci Corbet de cette intervention. J'ai une question d'étudiante qui participe à une simulation parlementaire au sujet du statut légal des migrants le 1er décembre prochain. Et en fait, je voulais savoir quelles dispositions législatives pourraient être mises en place pour
vous donner plus de garanties aux mineurs isolés du respect de la vie. Merci pour votre question. Nous sommes dans l'état de pouvoir, Alors, tout d'abord, j'aurais peut-être dû préciser quelque chose. Mais le CESEDA, qui régit les conditions d'entrée et de séjour des personnes étrangères en France, ne prévoit pas l'obligation de détenir un titre de séjour pour les mineurs. Donc ça aussi, il faut le dire. Mais difficile de répondre à cette question puisque lorsqu'on regarde les textes, on trouve plutôt une protection assez étendue pour ces mineurs, justement parce qu'il y a un droit commun de la protection de l'enfance. En revanche, là où il faut faire peut-être des efforts d'un point de vue législatif, même s'il y a eu, je l'ai dit, une récente réforme en mars 2016, c'est vraiment sur les critères d'accès au dispositif de protection. Et là où on pourrait véritablement faire des efforts, même s'il y en a eu, c'est sur le critère de la détermination de l'âge du mineur. Ça, c'est vraiment important. L'article 47 du Code civil, il pose une présomption d'authenticité pour les actes d'état civil établis en France ou à l'étranger. A priori, on doit prendre ces actes d'état civil lorsqu'ils sont présentés pour établir la minorité. Et l'article 388 du Code civil aussi, qui a justement été réformé en mars 2016, prévoit que ces actes doivent être respectés et que seulement en dernier ressort, on peut recourir à une détermination de la minorité par des examens, en proscrivant cette fois-ci, et c'est une réelle avancée, les examens génitaux. Il prévoit aussi, cet article 388, qu'on recueille l'accord de l'intéressé. Là-dessus, je trouve cette disposition à la fois très protectrice et en pratique qui peut rester floue, car je crois qu'elle, et c'est le sens des constats aussi, du constat apporté par le défenseur des droits, car je crois que cette disposition est en réalité soumise au devoir d'information du mineur dans toute chose. Alors évidemment, c'est vraiment le point de bataille de nombreux organismes non gouvernementaux, d'associations, mais aussi d'autorités administratives indépendantes, qu'est celui de bannir la détermination de la minorité par l'examen notamment des tests osseux, qui sont aujourd'hui largement critiqués quant à leur fiabilité, puisqu'il y a des écarts quand même entre 12 et 13 ans constatés parfois sur certains enfants. Et là, vous trouverez toute une série de documents du défenseur des droits, du comité consultatif national d'éthique, du comité des droits de l'enfant sur ces questions-là. Merci. Merci beaucoup, Barbara. Je vais peut-être rebondir sur 2 ou 3 points sur cette question mineure avant que nous puissions passer à la seconde présentation. Parce que, je redis, et Barbara en a bien rendu compte, et c'est aussi un propos de chercheur, et d'après ce que nous comprenons aussi de sa part, c'est la face la plus sombre de ce que nous vivons. Pour des jeunes de tous âges, principalement de grands adolescents, qui sont dans des situations particulièrement dramatiques. Et moi, je suis notamment toujours très inquiet de voir une bonne partie d'entre eux, pour ceux qui sont passés par la Libye, et qui ont vécu, comme les adultes d'ailleurs, mais on imagine ce que ça signifie pour des jeunes, de véritables drames. C'est-à-dire que les officiers de protection rendent compte des souffrances absolument terribles que les gens vivent actuellement, notamment les Soudanais, les Érythréens, dans la traversée de la Libye, avec des rapts, des kidnappings, des viols, des tortures, et donc on imagine ce que ça signifie pour la construction de ces jeunes. Et c'est donc une responsabilité supplémentaire pour celles et ceux qui ont la responsabilité de les protéger à leur arrivée en Europe. Face à cela, peut-être simplement un élément qui est de dire que du point de vue de l'OFPRA, moi j'ai découvert une situation paradoxale en prenant mes fonctions il y a 4 ans, qui est que, en réalité, très peu, et Barbara l'a cité, vous l'avez dit très justement, très peu de ces mineurs isolés en France demandent l'asile. En réalité, parce que le système de protection par les ASE est suffisamment protecteur, et le réflexe n'existe pas. Donc c'est un travail dans lequel nous sommes engagés à l'OFPRA de manière à encourager la demande d'asile de la part des mineurs dans le dispositif protecteur qu'a très bien indiqué Barbara, et avec la mise en place à l'OFPRA depuis maintenant 3 ans de référents spécialisés sur la question des mineurs isolés, et les mineurs isolés sont entendus à l'OFPRA par des officiers de protection spécialisés en la matière. Et je veux aussi redire que sur la question des tests osseux, je partage cette méfiance. La doctrine de l'OFPRA est simple. L'OFPRA est souverain du point de vue de l'appréciation de l'âge. Et vous voyez bien que ça a des conséquences en termes de dispositifs mis en place. La seule décision qui s'impose en droit à l'OFPRA du point de vue de l'âge, y compris dans ce qui est recours à des examens osseux, ce sont des décisions du juge judiciaire, juge de l'état civil.
Ça, je considère qu'en tant que directeur général de l'OFPRA, je ne suis pas fondé à ne pas appliquer une décision d'un juge judiciaire. Je pense que vous seriez les premiers à me le reprocher. Mais toute autre décision, notamment d'une autorité administrative, voire même d'un juge administratif reposant sur des examens osseux, n'est pas dirimante pour l'OFPRA qui conserve sa liberté d'appréciation. Alors je voudrais surtout en dire un dernier point, qui me paraît tout à fait essentiel du point de vue de la réflexion qui est la nôtre aujourd'hui, sur l'exercice du pouvoir, et qui est la question des mineurs isolés de manière générale, et notamment à Calais. Parce que je trouve que c'est, pour l'avoir vécu moi-même longuement avec mes équipes, particulièrement important et intéressant. Nous nous sommes retrouvés dans la situation de Calais pour tous, et notamment pour les mineurs, de manière particulièrement dramatique pour les mineurs. Et moi, je peux vous rendre compte de ces échanges avec ces mineurs que je rencontrais dans ce pays, notamment des jeunes Érythréens nombreux, et pas seulement. Parce que la Grande-Bretagne n'exerce pas ses responsabilités, ses engagements internationaux. Que ce soit au titre de la Convention de Genève ou du règlement Dublin, que vous avez très justement cité. Voilà la réalité. Voilà la réalité. On peut en penser ce que l'on veut. Personnellement, j'en pense pas beaucoup de bien. Mais la décision que j'ai prise avec les équipes de l'OFPRA il y a 2 ans, c'est de ne pas considérer que c'était comme ça qu'on ne pouvait rien faire. C'était d'aller travailler pour convaincre les gens de demander l'asile. Et dans ce contexte-là, la difficulté était particulièrement grande pour tous, mais notamment pour les mineurs. Et ça, du point de vue de la question de l'exercice du pouvoir, je pense que c'est important qu'on ait une réflexion collective là-dessus, mais une réflexion collective qui ne met pas tout le monde dans la même situation. Moi, je ne demande pas des juristes d'avoir le même regard que des responsables politiques ou des fonctionnaires. Je crois que dans la question de l'exercice du pouvoir, ou des chercheurs, chacun a son point de vue. Mais en même temps, je voudrais livrer quelques réflexions. Qu'est-ce qui est important? Et je vais parler de moi, en tant que directeur général de l'OFPRA. Qu'est-ce qui importait à mes yeux? C'est que dans la situation où étaient ces gens, et notamment les mineurs, qu'ils soient mis à l'abri et protégés. Alors même, et ça c'est quelque chose qui est trop souvent, qui est peu souvent pris en compte, c'est d'abord la défiance générale de ces personnes à l'égard de toute forme d'institution, que je comprends bien, au vu de ce qu'ils ont vécu, et d'abord dans leur pays d'origine. Mais cette défense-là, elle est décuplée chez les mineurs. Et donc, ce qu'il faut prendre en compte, dans l'extraordinaire difficulté du travail des administrations, c'est la défiance. Défiance dont parfois elles sont responsables. L'injonction à dire vous devez les protéger, elle est fondamentale. Mais elle ne doit pas passer sous silence la réalité qui est que la plupart de ces mineurs étaient dans une défiance terrible et ne souhaitaient pas entrer dans les dispositifs de protection. Et d'abord parce qu'il y avait un déni de leur projet initial, comme pour les adultes, qui était d'aller en Grande-Bretagne. Mais moi j'ai considéré, en tout cas pour ma part, que je me refusais à m'arrêter à ça. C'est pas mon problème, ça devrait être les Britanniques qui les prennent, moi je reste à Fontenay-sous-Bois dans mon bureau et je bouge pas. Moi je sais pas faire ça. Et donc nous nous sommes engagés dans cette extraordinaire difficulté. Et moi je veux remercier toutes celles et ceux, les associations, mais aussi les juristes, qui ont aidé. Je sais aussi que certains n'ont pas aidé. Que certains ont alimenté la défiance. Chacun prend ses responsabilités. Mais je veux saluer toutes celles et ceux, notamment les juristes, qui ont été là, et heureusement que vous avez été là pendant 2 ans pour être là auprès de ces hommes, de ces femmes et de ces mineurs. Et donc, c'est pour moi dans ce contexte-là que doit s'exercer la question de l'exercice du pouvoir. Je conçois la notion de pouvoir au sens très large ici. Je dirais presque que c'est moins la question du pouvoir que de la responsabilité des uns et des autres. Et donc, je crois qu'il est important que chacun et chacune à sa place soit dans ce très haut niveau d'exigence, et d'abord pour les mineurs, et aussi dans la réalité de ce qui se passe. Moi, je veux, et je le dis Barbara très clairement, puisque vous avez évoqué le directeur général d'une association qui était là, moi j'étais à côté de lui. Et moi, je veux lui rendre hommage. Je veux rendre hommage à son courage, parce qu'il était là. Et qu'évidemment, être là, comme moi d'ailleurs, il prenait le risque à un moment ou à un autre d'être critiqué. Mais moi, je préfère critiquer parce que je suis là à faire en sorte que ces personnes puissent sortir, être accueillies dans des centres d'accueil dans de bonnes conditions, et je peux vous dire que le travail ne s'arrête pas là,
plutôt que de faire des commentaires en attendant de considérer que tout doit se passer de manière absolument impeccable, sinon ça ne va pas. Je vous livre un propos très personnel, vous le comprenez bien, c'est le fruit de 2 ans d'un travail qui n'est pas un travail anodin et qui mérite un regard critique. Mais je crois que dans la réflexion collective, il est important que nous puissions avoir l'exigence et aussi la conscience de la réalité, parce que sinon, et c'est ça ma préoccupation, c'est qu'encore une fois, c'est l'accueil des réfugiés qui risque d'en pâtir. Mais encore une fois, je voudrais d'abord saluer la qualité du travail de Barbara et cette contribution sur une question essentielle.